Quand ma belle-fille m'a tendu cette tasse de café avec un sourire figé, j'ai su qu'il y avait quelque chose qui clochait. Ce n'était pas une certitude, pas une preuve, juste un frisson, un malaise, une alerte que seule l'intuition peut déclencher. Le parfum était inhabituel, trop sucré, presque écœurant. Je n'ai pas bu. Et c'est cette décision, ce simple refus silencieux, qui a bouleversé toute ma vie. Je m'appelle Élise Fournier, j'ai 73 ans, et je vis à Lyon. Une ville que j'ai toujours aimée pour ses ponts, ses marchés, ses brasseries chaleureuses. Mais ce jour-là, rien n'avait la douceur de mes souvenirs. J'étais dans la maison de mon fils Marc, comme chaque matin depuis 3 ans, quand Valérie, sa femme, est descendue plus tôt que d'habitude. Élégante, trop apprêtée pour une journée de télétravail. Tout chez elle sonnait faux. Elle m'a salué comme on salue une connaissance lointaine. Puis elle m'a dit qu'elle voulait me faire un café spécial, pour me remercier de tout ce que je faisais pour la famille. Ces mots, d'habitude, je les aurais accueillis avec tendresse. Mais ce matin-là, dans sa voix, il n'y avait rien de sincère. Juste un vernis de politesse, une tension palpable. J'ai continué à mettre la table pour Clémence et Théo, mes petits-enfants adorés. Valérie parlait sans arrêt. De la météo, du voisin qui avait repeint sa façade, de la nouvelle boulangerie bio au coin de la rue, tout ça avec une nervosité inhabituelle. Je l'observais du coin de l'œil pendant qu'elle préparait le café. Et quand elle m'a tendu la tasse, nos regards se sont croisés une seconde. Il n'y avait pas de chaleur. Il y avait quelque chose de froid, de distant, presque mécanique. J'ai fait semblant de porter la tasse à mes lèvres, mais mon ventre s'est noué. Je savais que quelque chose n'allait pas. C'est à ce moment-là que sa mère, Madame Giraud, est entrée dans la cuisine. Elle séjournait chez nous depuis quelques jours. Une femme difficile, toujours sur la défensive, l'air de savoir mieux que tout le monde comment vivre. Elle a regardé ma tasse avec curiosité et a dit « Oh, ça a l'air bon, moi aussi je veux un café. » Tout s'est passé très vite. Valérie s'est retournée pour prendre une autre tasse. J'ai glissé la mienne plus près de Madame Giraud, presque instinctivement. Quand Valérie est revenue avec une nouvelle tasse, sa mère avait déjà pris la mienne, pensant qu'elle lui était destinée. Valérie a versé du café dans la nouvelle tasse, mais trop tard. Sa mère avait déjà bu. Je n'ai rien dit. J'ai fait semblant de boire, de feuilleter un magazine dans le salon. 20 minutes plus tard, j'ai entendu des bruits étranges venant de la cuisine. Des gémissements. Je me suis levée d'un bond. Madame Giraud était assise, pâle, transpirante, prise de nausées violentes. Valérie criait, paniquée, disant qu'elle allait appeler l'ambulance. Mais ses yeux, ils ont croisé les miens. Et ce que j'ai vu en elle, ce n'était pas l'inquiétude d'une fille. C'était la peur, une peur glaciale d'avoir été démasquée. Aux urgences, on a parlé d'intoxication sévère, mais sans gravité à long terme. Valérie a parlé d'un reste de quiche trop vieux, d'une digestion difficile, des antécédents de santé de sa mère. Mais moi, je savais. Je savais que ce café n'était pas pour Madame Giraud. Il était pour moi. Ce matin-là, j'ai compris que quelque chose de grave se jouait sous mon toit. Je ne me suis pas emportée. Je n'ai accusé personne. Je n'ai même pas pleuré. J'ai simplement observé, avec le calme glacé d'une femme qui comprend qu'elle vient d'échapper au pire. Ce n'était pas une erreur. Ce n'était pas un malentendu. C'était une tentative, discrète, calculée. Et j'étais la cible. Ce soir-là, en m'allongeant dans la chambre d'amis de la maison de Marc, j'ai regardé le plafond pendant des heures. Je n'avais plus le choix. Il fallait que je prenne des décisions. Pas dans la colère, pas dans la vengeance, mais dans la lucidité. Pour moi, pour ma dignité, pour ma vie. Le lendemain matin, j'ai préparé le petit déjeuner comme si de rien n'était. Clémence avait cours de latin, Théo cherchait ses baskets, Marc parlait de ses réunions. Et Valérie? Elle était silencieuse. Elle évitait mon regard, prétextait être fatiguée. Je faisais semblant aussi, semblant de ne rien savoir, semblant d'être la même grand-mère tranquille qui veille sur tout, en silence. Mais en moi, quelque chose s'était brisé. Pas de la colère, non. Une cassure plus sourde, celle qu'on ressent quand on réalise qu'on n'est plus la bienvenue, qu'on est devenu de trop. Et pourtant, j'avais donné tout ce que j'avais, toute ma vie. Marc est mon unique enfant.
Je l'ai élevé seul, depuis que son père, Jérôme, nous a quittés quand Marc avait 5 ans. Il était parti avec une autre, 20 ans plus jeune. Cliché, non? Mais à l'époque, ce n'était pas un cliché pour moi, c'était un tsunami. Et j'ai fait ce que beaucoup de femmes font sans jamais se plaindre. J'ai serré les dents, j'ai pris 2 emplois, j'ai arrêté les week-ends. Je me suis privée de tout pour que Marc ait tout. J'ai travaillé comme cuisinière dans un lycée à Villeurbanne, puis dans une maison de retraite. J'arrivais le soir, fatiguée, mais je trouvais encore la force de l'aider à faire ses devoirs. Les années ont passé. Il est devenu un homme bon, travailleur, doux, un fils aimant. Et puis il a rencontré Valérie. Au début, je l'aimais bien. Elle était vive, élégante, souriante. Elle travaillait dans une boutique de prêt-à-porter près de la place Bellecour. Marc brillait quand il parlait d'elle. Et moi, j'étais heureuse pour lui. Ils se sont mariés dans une petite église à Sainte-Foy-les-Lyons. J'avais mis toutes mes économies dans ce mariage. C'était ma manière de lui dire que j'étais fière. Puis Clémence est née. Quelle joie! Être grand-mère, c'est comme revivre une maternité, mais sans le poids des responsabilités. Valérie a repris son travail après quelques mois, et je me suis naturellement proposée pour garder la petite. C'était une évidence. Pour moi, c'était un privilège. 2 ans plus tard, Théo est arrivé. Et là, les choses ont changé. Valérie était plus tendue, plus distante. Je me suis dit que c'était la fatigue. 2 enfants rapprochés, c'est beaucoup. Alors j'ai proposé quelque chose. Emménager chez eux, temporairement, pour les aider au quotidien. Ils avaient une maison avec une chambre d'amis. Ce serait plus simple pour tous. Marc a été ravi. Valérie a souri, mais j'ai vu dans ses yeux une ombre. Je n'y ai pas prêté attention. Pas encore. Les premiers mois ont été merveilleux. Je me levais à l'aube, préparais les petits déjeuners, emmenais Clémence à l'école, gardais Théo pendant la journée. Quand Marc et Valérie rentraient, tout était prêt. Maison propre, repas chaud, enfants baignés. Je me sentais utile, indispensable. J'avais l'impression de faire partie d'un tout, d'une vraie famille. Mais peu à peu, les remarques ont commencé. Discrètes, d'abord. Valérie trouvait que je coiffais mal Clémence, que ma soupe était trop salée, que je laissais trop de jouets traîner. Je faisais des efforts, je changeais mes habitudes, je lui demandais son avis pour chaque petite chose. Mais plus je m'effaçais, plus elle m'effaçait. Et puis, il y a eu ses amis. Elles venaient de plus en plus souvent. Elles s'installaient dans le salon, riaient fort, buvaient leur thé bio, parlèrent de déco et de régime. Moi, je me retirais dans la chambre. J'écoutais à travers la porte. Une fois, l'une d'elles a dit « Tu as de la chance, Valérie, ta belle-mère fait tout comme une employée de maison. » Et Valérie a ri. Elle a dit « C'est vrai. Parfois, j'ai l'impression d'être en colocation avec une vieille dame envahissante. » Ces mots ont résonné en moi comme une gifle. Une claque silencieuse. J'avais quitté ma maison, renoncé à mon indépendance, pour qu'on me voie comme une gêne, une pièce de mobilier encombrante. Je me suis tue, mais j'ai commencé à me faner, petit à petit. Je sortais marcher dans le quartier pendant que ses amis venaient, je m'isolais, je devenais invisible, je me disais que ça passerait, que c'était une mauvaise période. Mais ce n'était pas une phase, c'était une mise à l'écart. Et moi, j'acceptais tout au nom de l'amour. Parce que c'est ce qu'on fait quand on aime. On accepte, on pardonne, on se tait, jusqu'au jour où le silence devient insupportable. Et ce jour-là, c'était ce matin-là, ce fameux café. Les jours ont passé après l'épisode du café, mais plus rien n'était pareil. Ni pour elle, ni pour moi. Valérie évitait soigneusement de se retrouver seule avec moi dans une pièce. Elle s'efforçait d'être cordiale devant les enfants, mais son regard me trahissait à chaque fois. Un mélange de suspicion, de tension et d'agacement. Elle savait que j'avais vu, que j'avais compris, mais elle ne savait pas jusqu'où. Je ne disais rien. Je continuais à préparer les petits déjeuners, à emmener Clémence au collège, à veiller sur Théo quand il rentrait de l'école. Mais au fond de moi, je n'étais plus la même. J'avais changé. J'étais en alerte. Et plus j'observais, plus je voyais clair. Les gestes, les mots, les regards. Elle commençait à semer autour de moi une atmosphère de doute.
À table, elle me coupait la parole pour me corriger. Elle me reprenait devant les enfants, comme si je devenais confuse. « Tu veux dire mardi, Élise, pas jeudi ?» Ou encore « Tu as déjà raconté cette histoire hier, non ?» Toujours avec ce petit ton mielleux, pour que personne ne voie le venin. Marc, lui, ne comprenait pas. Un soir, il m'a regardé longuement et m'a dit « Maman, tu es plus silencieuse, tout va bien ?» J'ai souri et j'ai répondu que je vieillissais, que je réfléchissais beaucoup ces temps-ci. Il m'a pris la main, les yeux remplis de tendresse. « Tu es une battante, tu m'as tout donné. » J'ai senti mes yeux se remplir de larmes, mais je les ai retenus, pour ne pas faiblir. C'est ce soir-là que j'ai compris. Je ne pouvais pas lui dire. Pas à lui. Pas encore. Il aimait Valérie. Il croyait en elle. Il pensait que sa femme était droite, forte, loyale. Comment lui expliquer que cette même femme avait voulu me faire du mal? Il ne me croirait pas. Ou pire, il essaierait de la défendre. Et je ne voulais pas le blesser. Mais moi, je ne pouvais plus rester les bras croisés. Alors j'ai commencé à noter chaque remarque, chaque petit incident. J'ai acheté un petit carnet à spirale que j'ai caché dans la poche intérieure d'un vieux manteau. Tous les soirs, j'écrivais la date, l'heure, ce que j'avais entendu ou observé, comme une enquête discrète sur ma propre vie. J'ai aussi pris rendez-vous avec mon médecin de longue date, le docteur Lemoine. Il me suit depuis plus de 20 ans. Je lui ai dit que je voulais faire un check-up complet, y compris un examen neurologique. Il a été surpris. « Vous êtes en pleine forme, Élise. Pourquoi tout ça ?» J'ai simplement dit que je voulais un dossier à jour, au cas où. Il n'a pas insisté. Une semaine plus tard, j'avais entre les mains un certificat signé, indiquant que je n'avais aucun signe de confusion mentale, que mes capacités cognitives étaient intactes pour mon âge. J'ai rangé ce papier avec soin, comme une armure silencieuse contre ce que je redoutais le plus. Un matin, j'ai trouvé dans la corbeille à papier de l'entrée un prospectus plié en deux. Une maison de retraite privée à caluire et cuire. Luxueuse, discrète. Avec un service d'accueil d'urgence pour les familles en difficulté. C'était écrit en gras. Mon prénom était gribouillé à l'arrière du papier avec une date. Mon cœur s'est figé. J'ai remis le papier en place, exactement comme je l'avais trouvé. Mais cette fois, je n'avais plus de doute. Elle préparait quelque chose. Elle n'avait pas renoncé. Ce jour-là, j'ai appelé Madeleine, mon amie de toujours. Nous nous connaissons depuis le lycée. Elle habite dans le quartier de la Croix-Rousse. Je lui ai demandé si je pouvais passer. 1 heure après, j'étais chez elle, un café chaud entre les mains, avec cette odeur de confiance qu'on ne trouve qu'avec les vrais amis. Je lui ai tout raconté. Le café, les remarques, le prospectus, mon malaise, mes peurs. Madeleine ne m'a pas interrompu une seule fois. Quand j'ai terminé, elle m'a regardée avec une tendresse infinie. « Élise, tu ne peux pas rester là. Tu ne dois pas attendre qu'elle t'enferme dans un rôle qu'elle a écrit sans toi. » Ces mots m'ont réveillée. Elle avait raison. J'avais été assez patiente, assez gentille. Je n'étais pas folle. J'étais lucide. Et à mon âge, la lucidité est un acte de survie. Le lendemain, j'ai pris un cahier neuf. Et j'ai écrit en grand, à la première page, « Plan de départ ». J'ai toujours cru que les décisions les plus importantes de la vie ne se prennent pas dans le bruit, mais dans le silence. Pas dans la précipitation, mais dans la réflexion. Ce matin-là, quand j'ai écrit « Plan de départ » en haut de la page, je savais que quelque chose en moi venait de basculer. J'étais prête à partir, mais surtout prête à me retrouver. La première chose que j'ai faite, c'est retourner voir le docteur Lemoine, cette fois avec un objectif bien précis. Je lui ai demandé un document officiel attestant de mes capacités mentales. Il m'a regardé, surpris. « Quelqu'un met votre lucidité en doute, Élise ?» J'ai haussé les épaules. Je n'ai pas donné de nom, mais il a compris. Il m'a tendu le certificat avec une main ferme. « Gardez-le précieusement. » Ensuite, j'ai téléphoné à mon conseiller bancaire. J'avais besoin de savoir exactement ce que j'avais. J'ai pris rendez-vous, seule, sans en parler à personne. En sortant du rendez-vous, j'étais soulagée.
Mes années d'économie, le petit loyer de mon ancienne maison à Sainte-Foy et quelques livrets jamais touchés, j'avais de quoi recommencer. Pas dans le luxe, non, mais avec décence, avec liberté. J'ai appelé Madeleine. Elle est venue me chercher devant le supermarché du quartier comme deux gamines qui préparent un coup. Nous avons visité des appartements en secret. Petits, mais charmants. J'en ai trouvé un dans le 3e arrondissement. Clair, simple, avec un balcon donnant sur une placette pleine de vieux platanes. Rien de luxueux, mais à moi, rien qu'à moi. En parallèle, j'ai pris contact avec un avocat spécialisé en droit des personnes âgées, recommandé par le conseiller bancaire. Il s'appelait Maître Morel. Je lui ai montré les documents, expliqué la situation avec prudence. Il n'a pas semblé surpris. Il m'a dit que ce genre de manipulation familiale, malheureusement, arrivait plus souvent qu'on ne le pense. Il m'a conseillé de rédiger une déclaration d'intention, attestant que toute tentative d'internement sans mon accord serait considérée comme une atteinte à mes droits. J'ai signé. La main tremblante, mais le cœur ferme. Je passais mes journées à jouer le rôle de la grand-mère dévouée et mes soirées à ranger, trier, organiser. Tout ce que je voulais emporter tenait dans 3 cartons. Des vêtements, quelques photos, des livres, une boîte en fer où je gardais les lettres d'enfance de Marc. Le reste, je le laissais derrière moi, avec les blessures invisibles. Marc ne se doutait de rien. Il voyait bien que quelque chose avait changé, mais il mettait cela sur le compte de l'âge. Parfois, il me regardait longuement, comme s'il cherchait une réponse. Mais il ne posait pas de questions. Et moi, je n'avais pas le courage de lui dire. Pas encore. Valérie, elle, sentait que je préparais quelque chose. Elle devenait nerveuse, tendue. Elle multipliait les gestes d'attention artificielle. Une fois, elle a acheté des fleurs et les a posées dans ma chambre, sans un mot. Une autre fois, elle m'a proposé de passer une journée rien que toutes les deux. Trop tard. Il fallait penser à cela bien avant le café empoisonné. Un soir, alors que les enfants étaient couchés, elle est venue me parler dans la cuisine. Elle avait la voix douce, presque suppliante. « Élise, je sais qu'on a eu des tensions, mais j'espère qu'on pourra repartir sur de bonnes bases. » Je l'ai regardée, longuement, et j'ai répondu simplement « On ne revient pas en arrière quand on a franchi certaines limites. » Ce soir-là, j'ai pleuré pour la première fois depuis des semaines. Pas de tristesse, de soulagement, parce que je savais que le compte à rebours avait commencé. J'avais fixé la date de mon départ, samedi prochain. J'avais prévenu Madeleine, elle viendrait avec son gendre et sa camionnette. Tout était prêt. Le vendredi soir, j'ai préparé un dernier dîner pour la famille. Gratin dauphinois, poulet rôti, salade de mâche et tarte aux pommes. Le plat préféré de chacun, comme un au revoir silencieux. À table, tout le monde riait, sauf moi. Je regardais leur visage. Je voulais graver ces derniers instants dans ma mémoire, non pas comme une fin, mais comme une transition. Après le repas, j'ai demandé à parler à Marc et Valérie. Nous nous sommes assis dans le salon. J'ai pris une grande inspiration et j'ai dit « J'ai pris une décision. À mon âge, il est temps que je reprenne mon indépendance. Je vais déménager. Demain. » Marc a écarquillé les yeux. Valérie a pâli. Marc a tenté de me convaincre de rester. « Tu fais partie de la maison, maman. Tu es essentielle ici. » J'ai pris sa main. « Je serai toujours là, Marc, mais j'ai besoin d'un chez-moi, pas seulement d'une chambre dans la maison des autres. » Valérie a tenté de cacher son soulagement. Mais je l'ai vu. Ce petit éclat dans ses yeux. Elle avait gagné. Du moins, elle le pensait. Elle n'avait aucune idée de ce que j'avais découvert. Elle croyait encore avoir le contrôle. Mais moi, je partais libre. Et protégée. Ce soir-là, je n'ai presque pas dormi. Mais ce n'était pas l'angoisse qui me tenait éveillée. C'était l'excitation douce de celle qui, après des années de silence, retrouve enfin sa voix. Le samedi matin, à 7 heures précises, Madeleine est arrivée avec son gendre et sa camionnette. Je les attendais déjà sur le perron, mais quelques cartons empilés près de la porte, bien discrets. Le soleil se levait doucement sur le quartier, et l'air frais de septembre avait cette odeur de renouveau que je n'avais pas sentie depuis longtemps. Marc est descendu en pyjama, l'air perdu. Il m'a regardé en silence pendant que nous chargions la camionnette. Il a dit « Tu es sûre, maman ?»
J'ai posé ma main sur sa joue. Je suis sûr, mon fils. Et je vais bien. Il a acquiescé lentement. Dans ses yeux, il y avait de la tristesse, mais aussi du respect. Valérie est apparue à la fenêtre de la cuisine, une tasse à la main. Elle a faim de feuilleter un magazine, comme si tout cela ne la concernait pas. Elle n'a pas proposé son aide. Pas un mot, pas un geste. Juste ce sourire poli, celui qu'elle servait aux invités qu'elle ne souhaitait pas revoir. Les enfants, eux, étaient bouleversés. Clémence m'a prise à part. « Mamie, tu pars parce qu'on a fait quelque chose de mal ?» Mon cœur s'est serré. « Pas du tout, ma chérie. Je pars parce que c'est le bon moment pour moi. Mais tu pourras venir me voir quand tu veux. Je te préparerai des crêpes rien que pour toi. » Elle a souri à travers ses larmes. Théo, lui, n'a rien dit. Il s'est accroché à ma jambe, comme il le faisait quand il était tout petit. Puis il a murmuré « Tu viendras encore me raconter des histoires ?» Je me suis penchée pour le prendre dans mes bras. « Toujours, mon trésor, toujours. » Le trajet jusqu'au nouvel appartement a été silencieux. Je regardais les rues de Lyon défiler à travers la vitre. Des rues que je connaissais par cœur. Mais ce matin-là, elle me semblait différente. Comme si elle m'accueillait à nouveau, après une longue absence. Quand nous sommes arrivés, Madeleine m'a aidé à installer les meubles de base. Un petit lit, une armoire, une table ronde avec 2 chaises, un vieux fauteuil en velours vert qu'elle m'avait offert. Dans la cuisine, j'ai rangé mes tasses préférées, celles à fleurs bleues que j'avais récupérées discrètement. Chaque objet, chaque geste, me rapprochait un peu plus de moi-même. À midi, nous avons partagé un repas simple sur la terrasse. Baguettes, fromage, tomates fraîches et un verre de vin rouge. Le vent faisait bruisser les feuilles du platane devant la fenêtre. Madeleine a levé son verre. « À ton nouveau départ. » J'ai répondu. « À la vie, la vraie. » La première nuit dans mon appartement a été étrange. Silencieuse. Trop silencieuse. J'ai eu du mal à m'endormir. Mais ce n'était pas la solitude qui me tenait éveillée. C'était la liberté. Une liberté brute, nouvelle, presque intimidante. Je me sentais vivante, un peu fragile, mais vivante. Les jours suivants, j'ai établi ma nouvelle routine. Je me levais sans réveil, préparais mon café lentement, lisais le journal en entier. Je sortais marcher dans le parc à côté, je discutais avec des voisins, je redécouvrais les petits plaisirs de l'ordinaire. Loin des tensions, des regards pesants, des sous-entendus, je respirais. Marc m'appelait presque tous les jours. Il voulait s'assurer que tout allait bien. Je sentais sa voix un peu inquiète, un peu coupable. Mais je le rassurais toujours. « Je suis bien, mon fils. Tu n'as pas à t'en faire. » Il venait me voir le week-end avec les enfants. Et, petit à petit, nos liens sont devenus plus sincères, plus vrais. Moins brouillé par le bruit de fond de la maison. Un dimanche, alors que Clémence dessinait à ma table et que Théo jouait par terre avec des petites voitures, Marc m'a demandé « Maman, est-ce que quelque chose t'a poussé à partir si soudainement? Quelque chose que je devrais savoir ?» Je l'ai regardé longtemps. J'aurais pu tout lui dire. J'en avais le droit. Mais je savais que ça le détruirait. Alors j'ai répondu doucement. J'ai simplement compris que je devais me choisir, Marc. À mon âge, on ne peut plus vivre pour les autres. On doit vivre pour soi. Il a pris ma main. Tu es la femme la plus forte que je connaisse. Ce jour-là, j'ai compris que j'avais bien fait, que ma décision n'avait pas seulement sauvé ma paix intérieure. Elle avait permis à mon fils de voir sa mère autrement, non plus comme un pilier muet, mais comme une femme libre. 3 mois ont passé depuis mon départ. Et chaque jour passé dans mon appartement m'a redonné un peu de souffle, un peu de lumière. J'ai découvert une autre manière de vivre, plus simple, plus lente, mais infiniment plus vraie. Je ne regardais plus l'horloge en attendant l'heure du dîner. Je n'écoutais plus les bruits de pas dans le couloir pour savoir si j'étais la bienvenue ou non. Et puis un jour, Madeleine est arrivée chez moi, le visage fermé. Elle avait entendu des rumeurs. Des voisins de Marc disaient que les choses n'allaient plus à la maison, que Valérie sortait beaucoup, qu'elle rentrait tard, que les enfants semblaient agités. Je l'ai écoutée sans parler. Une partie de moi s'en doutait déjà. Une semaine plus tard, Marc est venu me voir, seul.
Il avait l'air épuisé. Il s'est assis à ma table, a regardé ses mains longtemps avant de dire « Maman, Valérie est partie. Elle a pris un studio en ville. Elle m'a dit qu'elle avait besoin de liberté, qu'elle se sentait étouffée. » J'ai baissé les yeux. Il a ajouté, presque à voix basse, « Elle voit quelqu'un d'autre. » Je n'ai rien dit. Pas un mot. Parce que ce n'était pas le moment de dire « je te l'avais dit ». Ce n'était pas le moment de blesser un homme déjà à terre. Je lui ai servi un thé chaud. Et je suis restée là, simplement, à côté de lui. Comme une mère. Comme toujours. Dans les semaines suivantes, j'ai vu les enfants plus souvent. Marc me les amenait après l'école. Ils venaient en faire leurs devoirs chez moi, goûter, me raconter leur journée. Petit à petit, ma petite cuisine est redevenue un lieu de rire, de miettes de biscuits et de dessins accrochés au frigo. Mon appartement était devenu un foyer. Un vrai. Un jour, Clémence m'a demandé « Mamie, pourquoi t'es partie de chez nous ?» J'ai pris une grande inspiration. Parce qu'un jour, j'ai compris que j'avais le droit d'exister pour moi aussi. Elle m'a regardée, sérieuse, puis elle a dit « Moi, je trouve que t'as bien fait. » Et elle m'a serré très fort dans ses bras. Le temps a passé. Valérie, elle, s'est éloignée. Elle appelait les enfants de temps en temps. Parfois, elle venait les chercher pour un week-end. Mais ils revenaient toujours un peu tristes. Elle avait changé. Ou peut-être, elle s'était simplement révélée. Marc, de son côté, a traversé une tempête. Il m'a confié un jour qu'il avait toujours voulu croire au couple parfait, à la famille stable. Qu'il s'était accroché à cette idée pour réparer ce que son père lui avait laissé. Et que, peut-être, il avait été aveugle à certaines vérités. Je ne l'ai pas contredit. Il avait assez de douleur sans que je remue le passé. Mais il a changé. Il a grandi. Il est devenu un père encore plus présent. Il s'est rapproché de ses enfants, leur a ouvert son cœur, a appris à parler de ses émotions. Et un jour, il m'a dit « Maman, je crois que c'est toi qui m'as montré comment on se relève. » Quelques mois plus tard, Marc a déménagé. Il a trouvé un appartement plus grand, à 2 rues du mien. Il voulait que Clémence et Théo puissent passer de chez lui à chez moi en quelques minutes. Nous avons recréé une nouvelle famille. Pas parfaite, mais vraie, sincère, apaisée. Parfois, je repense à ce matin de septembre, quand j'ai failli boire ce café au goût étrange. Ce moment suspendu où mon instinct m'a sauvé. J'ai compris depuis que ce café n'était pas seulement une tentative d'effacement. C'était un réveil. Le point de départ d'une libération que je n'osais pas nommer. Il y a des blessures qui ne se voient pas. Des humiliations quotidiennes qui rongent lentement. Des silences qui pèsent plus lourd que des cris. Mais il y a aussi, parfois, une étincelle, un sursaut. Une voix intérieure qui dit « Assez. Aujourd'hui, je vis en paix. Pas parce que tout est parfait, mais parce que tout est à moi. Ma vie, mes choix, mon espace. Je ne dois plus justifier mon existence. Je n'ai plus besoin de demander la permission d'être là. Quand je regarde Clémence dessiner à ma table ou Théo jouer sur mon tapis, je me dis que j'ai bien fait de partir. Pas pour fuir, mais pour leur montrer que le respect de soi est non négociable. Que même à 73 ans, on peut dire « stop », on peut reconstruire, on peut renaître. Et si un jour cette histoire parvient jusqu'à vous, alors sachez ceci, il n'est jamais trop tard pour se choisir. Jamais. Si cette histoire a touché votre cœur, laissez votre like, abonnez-vous à la chaîne, commentez ci-dessous de quelle ville vous êtes et répondez-moi. À ma place, qu'auriez-vous fait? Votre message peut égayer la journée de quelqu'un.